Ils jouent un rôle essentiel et nous leur devons beaucoup. Pourtant, ils sont insuffisamment mis en valeur. Ce soir, notre débat leur est consacré. Ils, ce sont les chercheurs, ces femmes et ces hommes du monde entier qui consacrent leur vie à faire avancer la science en identifiant de nouveaux traitements. On parle le plus souvent de la place du médecin face à la maladie. On évoque en revanche plus rarement la position des chercheurs sur ce sujet. Alors, quelle position éthique ces derniers adoptent-ils face à ce qu'on appelle généralement l'objet d'étude? Et peut-on vraiment d'ailleurs parler d'objet d'étude quand cet objet est constitué de patients, aussi bien des adultes et des enfants, confrontés à la souffrance? Comment concilier les ambitions scientifiques d'une médecine qui est toujours plus dépendante des technologies et le respect de l'humain? Pour notre traditionnel débat en collaboration avec le Collège de France, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir 3 personnalités. Le docteur Alain Fischer, tout d'abord, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur d'immunologie pédiatrique à l'Université Paris-Descartes et directeur d'une unité à l'INSERM. En 2007, vous avez été l'un de ceux qui ont fondé l'Institut Imagine, qui est un institut des maladies génétiques. On aura l'occasion d'y revenir. Et depuis un peu plus d'1 an, vous êtes titulaire de la chaire de médecine expérimentale au Collège de France. Philippe Sansonetti, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous également. Vous êtes médecin hospitalier, biologiste et chercheur et vous dirigez une unité de pathogénie microbienne moléculaire à l'Institut Pasteur et à l'INSERM. Vous avez notamment travaillé sur une forme de dysenterie qui tue chaque année 500 000 enfants dans le monde. Et depuis 2008, vous êtes vous aussi titulaire d'une chaire au Collège de France, la chaire microbiologie et maladies infectieuses. Enfin, nous avons la chance d'avoir avec nous Hugues Deté. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes titulaire d'une chaire qui est la chaire d'oncologie cellulaire et moléculaire du Collège de France et vous avez, quant à vous, consacré votre carrière à la recherche de traitements pour des formes rares de leucémie. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Depuis une vingtaine d'années, vous exercez à l'hôpital Saint-Louis à Paris et vous dirigez une vingtaine de personnes au sein de votre laboratoire. Médecins et chercheurs, quelle est la relation par rapport aux malades? On reproche souvent à la recherche d'être trop éloignée de ces applications. Vous, tous les trois, dans vos activités quotidiennes, quelle est la place de l'homme? On commence avec vous, Alain Fischer. La place de l'homme et du malade est centrale dans la mesure, en ce qui me concerne, les recherches que je mène sont fondées d'abord sur le contact direct, l'observation, l'étude des malades, en l'occurrence d'enfants qui ont des déficiences de leur système immunitaire. Et donc, naturellement, la préoccupation fondée sur la gravité de ces maladies, la mise en jeu du pronostic vital, qui peut être parfois très rude, forcément marque les chercheurs et incite fortement, motive très profondément à essayer de trouver des solutions. Mais les solutions passent par la recherche la plus exigeante, passe par la connaissance fondamentale des tenants biologiques de ces maladies et donc rejoint tous les aspects classiques de la recherche en biologie. Alors, Philippe Sansonetti, vous êtes vous aussi à la fois médecin et chercheur. Est-ce que justement, quand Alain Fischer disait que la place de l'homme est tout à fait centrale, quand on est en pleine activité de recherche, est-ce que vous pensez à chaque fois à cette finalité qui est le patient, quel que soit son âge? Nous sommes tous les trois médecins, donc de facto, je dirais, la médecine a précédé notre recherche et le malade reste le plus souvent au cœur du dispositif. Comme le dit Alain Fischer, il y a une exigence de recherche fondamentale dans la mesure où les grandes découvertes sont généralement le fruit d'une recherche très très fondamentale. Le problème, au fond, c'est de pas perdre le cap. Et le cap, c'est le malade, ce sont les patients qui nous le donnent. Dans mon cas, la recherche sur les pathologies infectieuses, en particulier les maladies sur lesquelles on travaille, qui sont les infections entériques du très jeune enfant, ces enfants qui ont moins de 5 ans en général, ce sont des pathologies qui surviennent essentiellement dans les pays en voie de développement, dans les pays à faible revenu. Donc ça nécessite une attention peut-être un petit peu différente dans la mesure où l'attention aux malades consiste à rester en liaison avec, disons, les organismes qui s'occupent de la santé dans les pays en voie de développement. Enfin, quand vous avez vu une fois dans votre vie un institut, un hôpital d'enfants au cours d'une épidémie de choléra au Bangladesh, vous avez une espèce d'image comme ça imprimée qui fait qu'au fond, et vraiment très sérieusement, très sincèrement, cette image, elle n'est jamais très très loin du travail fondamental qu'on effectue. Hugues Deté, vous êtes également chercheur, mais vous restez vous aussi très proche des patients dans votre thème d'études, que ce soit à Necker, à Saint-Louis ou à l'Institut Pasteur. Sur quoi se base, en ce qui vous concerne, votre vocation, j'oserais dire votre espérance, et quelles sont, vous, vos motivations au quotidien dans votre travail de chercheur?
La motivation, je crois que c'est de changer quelque chose. Et une association anglaise de lutte contre la leucémie avait édité il y a quelques jours un grand poster disant voilà, votre travail change des vies. Your work changes lives. Je crois que c'est l'objectif qu'on a tous et on a parfois la chance de contribuer. Alors, le patient est à la fois un objet d'étude, c'est aussi un objet de soins, justement, comme vous le disiez, en changeant des vies. Comment est-ce qu'on conjugue l'engagement qui est nécessaire à la recherche appliquée et une forme de distanciation que suppose la recherche fondamentale? Question difficile. La distance, pour moi, ce n'est pas tout à fait celle-là. C'est la distance nécessaire entre la compassion indispensable auprès des patients et savoir garder aussi le cap rationnel de l'attitude à adopter, que ce soit l'attitude de soins ou l'attitude de recherche. Et c'est pas tout à fait la distance à l'égard de la recherche fondamentale. C'est plus garder l'attitude sereine et qui est indispensable pour être tout simplement efficient, encore une fois, que ce soit pour assurer les meilleurs soins possibles pour ces patients ou que ce soit pour prendre les meilleures stratégies, les meilleures décisions dans un programme de recherche. Alors vous connaissez bien, Alain Fischer, l'univers des CHU, les centres hospitaliers universitaires. Dans ces espaces, on conjugue désormais à la fois le soin et la recherche. Comment les choses ont évolué ? Écoutez, en 1958, il y a eu une réforme essentielle du système hospitalier universitaire français qui a été menée par Robert Debré, le père de Michel Debré, et qui a créé le plein temps hospitalier des médecins à l'hôpital et a d'une part permis de former dans des conditions tout à fait satisfaisantes des spécialistes à peu près de toutes les disciplines médicales en France. Je pense que le système de santé français doit beaucoup à cette réforme et aussi permis de développer la recherche parce qu'à partir du moment où les médecins travaillaient à temps plein à l'hôpital, certains d'entre eux, au moins ceux qui avaient cette motivation et cette envie, pouvaient développer un programme de recherche éventuellement à partir des problématiques médicales qu'ils se posaient. Et cet esprit perdure. Néanmoins, les choses ont beaucoup évolué parce que par rapport à 1958, et la médecine d'un côté et la recherche de l'autre ont énormément changé, se sont complexifiés à la fois conceptuellement et techniquement, si bien que ce qui était l'objectif de Debré en 1958, qui était magnifique, qui était la triple mission de chacun de nous, hospital universitaire, médecin, chercheur, enseignant, n'est tout simplement plus possible pour un individu donné dans une journée qui a 24 heures et donc doit être décliné au niveau du groupe et au niveau d'une forme de pluridisciplinarité, au niveau d'une compétence associée d'un grand nombre de personnes, à mon avis, autour d'instituts de recherche à proximité ou dans des hôpitaux. Mais ce qui implique un centre de réforme du système actuel. Mais en tous les cas, on a la base d'un système qui est indispensable à pouvoir mener une recherche médicale efficiente. Alors, je vous propose qu'on change de cadre. On a parlé de ce qui se passe en France au niveau des centres hospitaliers universitaires. Parlons à présent de ce qui se passe dans les pays en développement. Philippe Sansonetti, c'est un sujet que vous connaissez bien. Vous nous parliez il y a quelques minutes du Bangladesh. Dans ces pays, 10 pays en développement, plusieurs patients sont engagés dans des essais cliniques, ce qu'on appelle des essais cliniques pour tester des médicaments, enfin des traitements du moins. Est-ce que vous nous parlez de la recherche clinique sur ces populations défavorisées pour la plupart? Et est-ce que, on parlait également d'éthique il y a quelques minutes, est-ce que des règles existent en la matière? Bien entendu. En fait, je peux peut-être remonter un tout petit peu en arrière et vous dire en toile de fond que j'ai la chance peut-être, mais aussi un autre modèle d'appartenir à une institution qui est l'Institut Pasteur, qui ne fonctionne pas comme les CHU, dont le but essentiel est de faire de la recherche et des applications de la recherche. Ceci étant, historiquement, l'Institut Pasteur a toujours eu la vocation de projeter, je dirais, une partie de sa recherche fondamentale sur le terrain. C'était le vœu de Pasteur qui disait que la recherche appliquée n'avait aucune différence avec la recherche fondamentale. C'était simplement le fruit sur la branche de l'arbre. Et ça, c'est quelque chose qu'en tant que pasteurien, on apprend dès qu'on rentre dans l'institution. Et cette vision sur les pays en voie de développement, elle est finalement le fruit d'une histoire qui est l'histoire institutionnelle auquel on adhère, je dirais, bien volontiers, surtout quand en plus on a soi-même une formation médicale.
Donc on est amené au fond à envisager assez rapidement par rapport à nos travaux fondamentaux ce qu'on appelle maintenant une recherche translationnelle, une recherche appliquée, une recherche clinique, avec une petite différence pour ce qui nous concerne, c'est que nos patients ils sont à 3000, 4000, 5000 km de notre institut, de notre laboratoire, et qu'il faut donc trouver les moyens, les systèmes pour projeter finalement ce travail sur le terrain. Alors quels sont-ils justement ces moyens? Alors on a l'Institut Pasteur a son réseau international qui permet d'avoir, je dirais, des stations à distance qui permettent d'avoir une base de travail pour organiser des travaux qui sont des études cliniques ou éventuellement des essais cliniques, en particulier vaccinaux. Et au fond, toute la problématique, c'est effectivement, et votre question le posait, notre attitude vis-à-vis en particulier de ces enfants malades. Il est bien évident qu'il y a plusieurs éléments qui sont importants à prendre en considération dans ces études dans les pays à bas revenus, les pays pauvres, et qui sont toutes basées sur notre propre éthique institutionnelle et individuelle. Il y a toute la problématique de l'équité, c'est-à-dire qu'il faut à aucun moment que ces études en fait profitent de la faiblesse, de la vulnérabilité des populations. Il faut pas que ces études soient des choses qui viennent comme ça pendant quelques instants. Pour la vulnérabilité des populations, il faut quand même préciser que pour ces populations, la participation à ces études ou à ces essais cliniques peut être la source de revenus principale, source de revenus et surtout un moyen d'accès aux soins pour des populations déshéritées qui n'y auraient pas accès autrement. C'est le piège et c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération de façon très attentive parce que quelque part, ça crée une situation privilégiée qui malheureusement est finie dans le temps. Donc il faut s'assurer, quand on fait ce type d'études cliniques, qu'il y aura une certaine durabilité, une certaine pérennisation, justement, si cette recherche clinique finalement débouche sur des avantages, un intérêt, comme on dit, de santé pour le jeune enfant. Donc il y a beaucoup d'éléments qui sont difficiles à traiter dans la mesure où dans pas mal des pays dans lesquels on intervient, l'éthique est quelque chose qui n'est pas encore totalement inséré dans les dispositifs. Certains pays n'ont pas encore de comité d'éthique, donc on est obligé de marcher un petit peu à la fois avec nos critères à nous, nos comités, essayer de développer des choses sur le terrain, et ça demande du temps. Est-ce que ces patients-là d'ET sont traités de la même façon que s'ils étaient en Europe? Pas tous. Pas tous, mais parfois ils peuvent tirer bénéfice de ces essais cliniques. Je vais donc vous raconter une histoire dans la maladie sur laquelle je travaille, donc cette leucémie rare, dans laquelle le traitement conventionnel en Europe était une association d'une hormone, l'acide rétinoïque, et de chimiothérapie anticancéreuse classique. Et donc un hôpital du sud de l'Inde réservait ce traitement qui est complexe, qui est coûteux, qui demande des antibiotiques, qui demande éventuellement des produits sanguins aux patients les plus riches. Et les patients les plus riches en Inde sont évidemment extrêmement peu nombreux. Et donc cet hôpital s'est dit qu'il fallait quand même faire quelque chose pour les pauvres. Et à ce moment-là sont apparus les premiers travaux de nos collègues chinois disant qu'une molécule qui ne coûte rien, l'arsenic, pouvait être utilisée dans cette maladie. Et donc cet hôpital, dans une perspective chrétienne, parce que c'était un hôpital catholique, a donné de l'arsenic à tous les autres qui étaient les plus nombreux. Et bien 5 ans après, on s'est aperçu que finalement les patients, les pauvres, vivaient mieux que les riches. Dans ces pays-là, finalement, l'arsenic était un traitement plus efficace que la solution occidentale qui, remise à la sauce locale, était moins efficiente que chez nous, alors que finalement l'arsenic était la molécule souveraine. Et cette équipe a pu faire des travaux qui n'ont été faits nulle part ailleurs, parce que personne ne disposait de cette cohorte de patients traités par l'arsenic en monothérapie. Donc je ne prétends pas que ce soit un exemple généralisable, mais enfin c'est un bel exemple qui montre que parfois les pauvres ont plus de chances que les riches. Si je peux bien donner sûr. un autre exemple. Oui, volontiers. Pas parfait, mais néanmoins de bénéfices pour les populations défavorisées des avancées de la recherche et la prévention de l'infection par le virus du sida, le VIH chez l'enfant, la transmission materno-fétale qui est importante en risque quand une femme est infectée par le virus, le risque qu'un bébé soit malade est
de l'ordre de 30% environ. Et on sait qu'on peut prévenir pratiquement complètement la transmission par l'administration, d'une part, des médicaments antirétroviraux à la mère pendant la grossesse et au bébé dans les premières semaines qui suivent la naissance. Et il y a des programmes de mise à disposition des médicaments et des programmes de tests des mères et des programmes de traitement des mères et des enfants ont été mis en place dans un grand nombre de pays. Je pense à l'Afrique centrale, par exemple, qui a permis de réduire significativement, pas d'obtenir les résultats tels qu'ils sont dans les pays occidentaux, où il n'y a pratiquement plus de transmission materno-fétale, mais une réduction extrêmement sensible, au moins de moitié de la transmission, ce qui est un résultat insuffisant, mais très appréciable, et qui est où, pour une fois, la recherche, entre guillemets, des pays riches a largement bénéficié aux pays moins favorisés. Alors Philippe Sansonetti, vous nous disiez tout à l'heure que, comment dire, que tous ces essais cliniques étaient très encadrés, qu'il fallait respecter, si j'ai bien retenu, cette règle d'équité. Alors certes, les populations qui sont concernées vont signer des décharges de consentement éclairé, mais finalement, est-ce que le consentement individuel n'est pas un concept culturellement caractéristique de nos sociétés du Nord ? C'est quelque chose sur lequel on passe pas mal de temps quand on met en place nos études cliniques. C'est vraiment les spécificités. Alors, il y a des règles, disons, internationales. Il y a la Convention d'Helsinki. On a disons, des éléments de base sur lesquels on peut s'appuyer, mais qui sont véritablement génériques. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait ça, il faut aussi s'intéresser très précisément à la culture, à la langue, qui est souvent le véhicule culturel important. Quand on est amené à faire des fiches de consentement, il faut les traduire dans la langue, il faut s'assurer que les personnes comprennent cette langue. Tout ça, ça fait partie de l'éthique, en fait. Au fond, dans un univers de recherche où on est toujours très pressé, il faut savoir s'arrêter, prendre le temps de mettre ces choses en place par respect pour les individus. Et là encore, on introduit de plus en plus dans ces essais cliniques en Afrique, en particulier en Afrique subsaharienne, une dimension anthropologique, de manière à aller analyser en profondeur les comportements de la population avant de mettre en place une étude clinique. Et finalement, ça a le double avantage, d'abord de mieux connaître les personnes et finalement les motivations et leurs attitudes thérapeutiques, ancestrales, qui sont parfois pas toujours idéales, ou inversement, de temps en temps, on est assez surpris de la logique du bon sens qui sont portées dans ces approches que les mères ont vis-à-vis de leurs enfants. Mais on est obligé de s'adapter en permanence et au fond, il faut savoir prendre le temps de faire les choses par respect des populations avec lesquelles on travaille, ça c'est clair. Alors, mais justement, comment est-ce qu'on s'assure que ces personnes qui signent ces décharges sont parfaitement libres ? Vous disiez, Hugues de Thé, que vous avez donc travaillé avec notamment l'Inde, avec cette jolie histoire que vous racontiez. Comment est-ce qu'on s'assure que les personnes sont libres ? Moi, je n'étais pas impliqué dans cette histoire. Hein. C'est une maladie que je connais parce que je connais les collègues qui l'ont réalisée. C'est une vraie question. C'est une vraie question. Quel est votre sentiment sur ce... J'imagine que c'est très variable suivant les institutions, suivant les hôpitaux, et que certains font très bien et que d'autres sont peut-être un peu plus légers. Encore une fois, pour le Sud, il faut s'intéresser, il faut demander, il faut connaître. C'est ça la dimension anthropologique. Et effectivement, dans certaines populations, la culture n'est pas au consentement individuel, mais au consentement familial, au consentement de la collectivité. On a du mal, nous, à conceptualiser ça parce qu'on est sur une base de culturelle qui est individuelle. C'est passionnant. En fait, il faut s'y passionner. C'est ça le message. Même dans les pays du Nord, la problématique du consentement éclairé est une affaire complexe. Parce que si on examine les situations concrètes, en tous les cas celles que je connais, sont celles de situations, donc on est amené à faire des essais cliniques pour tester de nouvelles thérapeutiques pour des patients, des enfants en règle, qui sont atteints de maladies mortelles, avec des espoirs liés aux thérapeutiques existantes, disons limitées. Donc nous sommes dans une situation où nous essayons d'exprimer le plus honnêtement possible la possibilité qu'un nouveau traitement puisse améliorer les chances de vie ou de qualité de vie d'un enfant. Comment voulez-vous, parents, résister à un tel discours, même s'il est exprimé avec toute la prudence du monde, avec toutes les incertitudes du monde? C'est le sentiment que j'ai, c'est que de mon expérience, qui commence à s'accumuler au nombre des années, j'ai pratiquement jamais observé une famille
qui n'ait pas donné un consentement, j'ouvre les guillemets, à dessein éclairé, parce que l'espoir, même s'il est limité, l'emporte toujours. Donc cette notion de consentement éclairé me pose un tout petit peu problème sur un plan philosophique, même sur un plan concret, ça ne change pas la réalisation des choses, parce que la pression est telle pour des parents de faire tout ce qu'ils peuvent pour leur enfant, donc ne pas avoir un sentiment de culpabilité face à une nouvelle solution, même encore une fois, si on essaie de présenter les choses honnêtement, les risques, etc., qu'ils disent toujours oui. Et je ne suis pas sûr que cette affaire soit celle d'un consentement éclairé. C'est un concept effectivement complexe. Depuis tout à l'heure, on parle beaucoup d'éthique, mais finalement, dans votre quotidien, qu'est-ce que ça veut dire éthique ? Il y avait récemment un mardi des Bernardins, je dis ça pour vous laisser le temps de réfléchir, vous noterez ma générosité. On avait un débat très récemment consacré aux questions d'éthique avec quelqu'un que vous connaissez probablement bien, qui est Didier Sicard, qui a été, comme vous d'ailleurs, Alain Fischer, membre du Comité consultatif national d'éthique, puisque donc vous avez... Voilà, vous avez occupé ce poste entre 2003 et 2009. Alors oui, on parle beaucoup d'éthique dans la médecine, d'éthique dans la recherche. Dans votre quotidien, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Je pense qu'il y a un point de départ important et par rapport à certains préjugés qui est que tout ce qui n'est pas scientifique n'est pas éthique. Ce qui ne veut pas dire que tout ce qui est scientifique est éthique. Mais ça veut dire qu'une attitude, une espèce de préjugé que l'on entend parfois, qui est que la médecine devient très technique parce qu'elle est fondée sur des tas de principes scientifiques et qu'on va doser des tas de paramètres biologiques, donc du coup elle devient inhumaine. Je pense que c'est conceptuellement faux. Parce que imaginez qu'on puisse faire aujourd'hui une médecine éthique qui ne soit pas scientifique est pour moi une aberration. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on va s'aider de multiples paramètres techniques que la médecine devient éthique. C'est nécessaire mais non suffisant, mais c'est absolument nécessaire. Quels sont vos critères éthiques ? Pour ce qui me concerne, peut-être il y a une certaine spécificité à travailler avec des populations avec lesquelles on travaille. Encore une fois, je parle de la partie, disons, appliquée, translationnelle de la recherche. La recherche fondamentale, j'en ai dit un mot tout à l'heure, je pense que pour moi, l'éthique de ma recherche fondamentale, en dehors des aspects d'honnêteté scientifique et toutes ces choses dont on ne parle même pas, c'est de garder un cap et de faire que les travaux restent à un moment ou à un autre en phase avec la problématique médicale. Mais ça, c'est un peu mon attitude de médecin faisant de la recherche. On n'est pas, quand on travaille sur les mécanismes de réparation de l'ADN, nécessairement obsédé ou obnubilé par l'image de ce que pourraient être certaines maladies liées à ce genre de pathologie si le mécanisme de réparation se faisait mal. Donc je pense qu'il y a beaucoup de situations et chacun doit les gérer individuellement. Pour moi, éthique, c'est en recherche fondamentale, c'est garder le cap, c'est m'assurer que je ne dérive pas, c'est de garder le contact avec mes collègues dans les pays en voie de développement, m'assurer, et souvent ils marquent leur intérêt eux-mêmes, ils nous disent il faut absolument que vous cherchiez, il faut que vous apportiez des solutions, en tout cas il faut que vous cherchiez dans ces directions, il faut s'assurer que les maladies sur lesquelles on travaille, et pour les maladies infectieuses, contrairement éventuellement à d'autres pathologies, elles ont une dynamique particulière, elles changent éventuellement, on se retrouve parfois en face de problèmes un petit peu inattendus où l'éthique se pose effectivement assez violemment. Un exemple très simple, c'est l'épidémie récente d'Ebola en Afrique, où clairement la nécessité d'accentuer la présence médicale sur le terrain, de mettre en place très rapidement des tests de diagnostic, de mettre en place des mesures de quarantaine qui sont parfois très mal vécues par les populations, de tester très rapidement des molécules, parce qu'au fond, l'objectif, c'est pas de tester les molécules, c'est d'améliorer très très rapidement la santé des patients. Toute cette accélération des procédures fait qu'effectivement, on est amené très souvent à se poser la problématique de l'éthique presque dans l'urgence, je dirais. Alors, Hugues de Thé, Philippe Sansonetti parlait à l'instant de dérive. Vous avez beaucoup réfléchi sur le respect d'inattendu, le fait que des découvertes biomédicales, pour beaucoup, sont dues au hasard. Alors justement, qu'est-ce que c'est une dérive ? Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Philippe. Peut-être qu'une de l'éthique, c'est de résister à la pression du temps. Le temps de la science, c'est pas forcément le temps des malades ou le temps des médias.
beaucoup de découvertes, finalement, surtout thérapeutiques, sont liées à des observations fortuites, voire au hasard. Et il faut se laisser le temps, garder le cap et pouvoir saisir le hasard, chercher à le comprendre, chercher à le rationaliser, à l'exploiter. Et puis surtout rester humble devant les observations parce qu'on est confronté à une tâche immense et qu'il faut effectivement garder la main sur le gouvernail, voir où on va et chercher à petit à petit apporter des briques sur le mur. Pour rebondir sur ce que vous dites, c'est-à-dire que l'accélération des rythmes dans lesquels nous vivons ne serait finalement pas compatible avec des préoccupations éthiques ? Et il faut garder le rythme qui est le rythme de la science et celui de la recherche clinique qui est sensiblement plus lent qu'on ne pourrait le souhaiter. Que les politiques le souhaitent notamment. Entre autres, oui. Mais j'ai un corollaire de ça. Pour moi, c'est une notion importante de la recherche, c'est la liberté et l'indépendance intellectuelle. C'est-à-dire que le chercheur doit être libre d'aller dans la direction qu'il pense être la plus opportune, même s'il est évalué de façon légitime dans l'obtention notamment de ses fonds de recherche et qu'il y a quelques garde-fous éthiques de choses que l'on ne peut pas faire. Il y a des transgressions que l'on ne doit pas commettre, mais cette liberté de recherche est absolument essentielle et l'indépendance de la pensée à l'égard de toute considération, quelle qu'elle soit, est à mon avis clé. Et un garant des éventuels succès de la science. Vous parlez de l'indépendance de la pensée, mais est-ce que finalement la recherche est aussi libre que ça, dans la mesure où est-ce qu'elle n'est pas dépendante de la finance et si tel est le cas, quelles peuvent en être là aussi les conséquences sur un plan éthique ? La recherche n'est pas dépendante de la finance, elle est dépendante des financements, ce qui n'est pas tout à fait la même, si je peux me permettre. C'est une question, ce n'est pas une affirmation. Bien sûr. Non, je l'ai prise comme ça. Je pense que... Non, il y a un risque, clairement. Il y a un risque qu'on perçoit d'ailleurs de plus en plus, dans la mesure où c'était un peu... Pour revenir à ce que disait Hugues tout à l'heure sur le temps des uns et le temps des autres, qui n'est pas toujours le même. Le temps de nos gouvernants, souvent, est à la fois la rapidité et l'applicabilité. C'est-à-dire qu'on a tendance, et on le voit de plus en plus dans nos pays, à peut-être faire passer les applications, les développements technologiques, les tests de diagnostic, les traitements, avant les recherches fondamentales et à privilégier des programmes d'application qui sont en fait inopportuns la plupart du temps, dans la mesure où des exemples foisonnent en science, que les vraies grandes découvertes, celles qui ont fait changer les choses, qui ont fait bouger les lignes, qui éventuellement même ont amené des brevets, qui ont permis aux institutions de pouvoir réinvestir dans la recherche fondamentale, sont pour l'essentiel des travaux fondamentaux, parfois même ultra fondamentaux. Donc il faut se garder de ce pilotage par le haut, comme on a un petit peu tendance par les temps qui courent, à se laisser aller. Une dernière question sur ces considérations éthiques, Alain Fischer. Certains hôpitaux ont mis en place des espaces dits des espaces éthiques. Est-ce que ça vous semble une piste intéressante ? Ce sont des lieux de discussion. Que les questions d'éthique soient évoquées, que les soignants, les patients, les représentants des patients discutent ensemble de questions d'éthique est opportun. Je me méfie juste d'une chose, c'est les personnes qui se qualifient professionnellement d'éthiciens. Je pense que nous avons tous à réfléchir sur l'éthique, à nous exprimer de temps en temps. Je ne suis pas complètement sûr que ce soit un métier, l'éthique. Mais en dehors de cela, les espaces éthiques, il y en a à l'Assistance publique des hôpitaux de Paris, il y en a ailleurs, bien naturellement. Ce sont des lieux de réflexion en commun et bien naturellement, c'est une excellente chose que ces rencontres aient lieu. Alors, grâce à la recherche, la médecine est entrée dans une ère nouvelle, on l'entend régulièrement, une ère nouvelle notamment grâce aux technologies. On parle beaucoup notamment de médecine personnalisée. Hugues Detet. Effectivement, qu'est-ce qu'on entend vraiment quand on dit que la médecine, grâce à la recherche, est entrée dans une ère nouvelle ? Comme le disait Alain tout à l'heure, on a maintenant une médecine qui n'est plus fondée sur des recettes de cuisine, mais qui est fondée sur des concepts, sur de la science, sur de la physique, de la chimie, de la génétique, avec des degrés de compréhension de certaines maladies dont on n'aurait probablement pas pu rêver il y a 50 ans. Et ça va conduire à une médecine personnalisée où on va pouvoir expliquer aux patients exactement pourquoi on lui fait tel traitement, pourquoi on lui donne tel type de médicament. On peut même parfois lui expliquer quelles vont être les boucles de régulation qui vont être mises en cause. Dans certains cas, on les connaît extrêmement bien.
Donc on a finalement réalisé une partie du rêve de Claude Bernard, au moins pour certaines maladies. Bon, il ne faut pas oublier derrière qu'il y a aussi, derrière la maladie, il y a aussi le patient, il y a son vécu, il y a la manière dont il ressent la maladie, à sa famille, à ce qu'il a vécu avant, qui sont aussi des considérations infiniment complexes et qui méritent un temps, une attention significative. Justement, comment, Philippe Sansonetti, comment est-ce qu'on peut dès lors concilier les ambitions scientifiques d'une médecine qui est toujours plus dépendante des technologies et le respect de l'homme? Ça, c'est une question importante, je pense. Pour ce qui nous concerne, en tout cas, la question se pose de façon, je dirais pas plus aiguë, mais probablement assez complexe par rapport à des populations défavorisées, dans la mesure où, au fond, mais ça a déjà été mentionné tout à l'heure avec le sida, le traitement du sida, mais là, c'est la même chose pour la tuberculose, pour le paludisme. Il est essentiel de pouvoir faire bénéficier ces populations au maximum. C'est ça la problématique de l'équité, de ce que sont les progrès de la médecine. Et effectivement, la situation idéale serait qu'on puisse le faire. Alors, c'était très difficile. Ça commence à changer. Je parle là vraiment pour ma spécialité, dans la mesure où on a trouvé, avec le temps, des nouvelles formules, des nouveaux paradigmes, comme on dit maintenant, de cofinancement, à la fois public et privé, qui sont d'ailleurs des aventures intéressantes qui font travailler ensemble des gouvernements, des scientifiques, des médecins, des organisations non gouvernementales, des industriels aussi, quand ils disposent d'une molécule intéressante. Et tout ça représente, disons, une approche nouvelle qui a permis, effectivement, dans certaines régions, d'éradiquer certaines maladies parasitaires, d'assurer le traitement précoce des enfants éventuellement contaminés par le virus du sida. Enfin, on pourrait allonger la liste. Malheureusement, on n'est pas dans des situations qui sont toujours au niveau d'équité qu'on voudrait, en particulier parce que souvent ces pays ont des situations politiques, sociales, désastreuses, des systèmes de santé disloqués. On l'a vu encore une fois dans l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, où la flambée de la maladie était liée essentiellement, en gros, à l'absence de système de santé, à la suite d'années de conflits, de guerres civiles et de désintérêt des gouvernements. Et on n'ira pas plus loin, ceux du Nord et ceux du Sud, pour ces populations. Donc, j'ai perdu le fil de ce que vous m'aviez demandé, mais dans l'ensemble, voilà. Place de l'homme. On s'intéresse à la place de l'homme dans tout ça. L'homme doit être toujours au centre du dispositif. Simplement, c'est parfois plus difficile que dans certaines circonstances que dans d'autres. Je vais juste rebondir à nouveau. Je pense que la place de l'homme implique, j'allais dire en premier lieu, peut-être pas en premier lieu, mais en tous les cas au moins à égalité, avec la seconde considération que j'évoquerai après, implique la meilleure science possible. Donc la meilleure science, la meilleure technique possible ne s'oppose pas à l'homme. Elle est indispensable à ce qu'il puisse y avoir progrès médical et donc au bénéfice des patients. Donc je pense qu'il ne faut vraiment pas opposer le progrès scientifique mis au service de la médecine de l'humanité, même si parfois ça prend des aspects complexes, chiffrés, difficiles à appréhender. Il y a un consensus international sur cette question ? J'espère. Enfin, ça dépend de qui. Du milieu médico-scientifique, oui. Des populations en général, je pense que c'est un peu plus compliqué. Mais juste si je peux d'ajouter le second point, alors là, il y a une vraie question d'éthique, mais Philippe l'a très bien développé à travers sa propre expérience, c'est l'égal accès aux soins, l'égal accès à l'innovation. Et c'est un problème dans le Sud, mais c'est même un problème chez nous. Enfin, il y a de nouvelles thérapeutiques aujourd'hui qui sont spectaculaires. Dans le domaine du cancer, Hugues peut en parler bien mieux que moi, ou dans le traitement de l'hépatite C, dont les prix sont extrêmement onéreux. Nous avons un système de sécurité sociale, heureusement, qui existe encore, mais qui est fragile, qui est en déficit, qui peine à financer pour tout le monde ces thérapeutiques. Qu'en sera-t-il demain ? Donc la question, elle existe malheureusement dans l'ensemble des pays du monde et dans les pays défavorisés, mais même dans nos pays, sur qui pourra bénéficier demain des progrès de la médecine. Or, ces progrès, ils existent. On n'est pas dans une espèce de vision, de lubie. Ils existent aujourd'hui et c'est sûr et certain qu'il y aura demain encore de grands progrès
pour un grand nombre de maladies à travers de nouvelles stratégies thérapeutiques. Et il faut que ces thérapeutiques puissent être accessibles. Et comment faire ? L'accès aux soins, c'est effectivement une question importante. Il y a une autre question, Hugues de Thé, qui est la question de la réglementation de plus en plus stricte dans les pays développés. Est-ce que ce degré de réglementation a, selon vous, tendance à stériliser la recherche ? Il y a un risque, je crois. Je crois qu'il y a un risque. La réglementation est là, comme le disait Philippe tout à l'heure, pour protéger les plus faibles, pour protéger les plus démunis. Et je pense qu'il ne faut pas en faire trop, parce qu'il y a un moment où ça devient stérilisant. Je pense que on a basculé une situation qui, je dirais, du temps où j'étais interne, fin des années 70, qui était à peu près une situation de laxisme où on faisait ce qu'on voulait, ce qui est évidemment inacceptable, même si dans les critères de l'époque, c'était ainsi que la médecine fonctionnait, à aujourd'hui un système ultra contrôlé, avec de multiples contrôles et une certaine fuite dans les prises de responsabilité qui ralentit le processus de la recherche, de toutes les recherches autour des malades. Et par ailleurs, sur un autre plan, mais qui rejoint notre problématique de recherche en biologie, qui complexifie la recherche avec des animaux, qui est soumise à une contrainte croissante sous la pression d'un certain nombre de lobbies, d'associations pas très fortes en France, mais très fortes à l'échelle européenne, qui freinent l'expérimentation animale. Que celle-ci doit être encadrée et faite dans les meilleures conditions pour les animaux, c'est une évidence, mais certains disent, comme on le sait aujourd'hui, que en gros, il n'est plus licite de faire l'expérimentation animale. Donc il y a ce risque qui, à mon avis, serait un drame pour le progrès de la médecine, que l'on ne puisse plus faire dans de bonnes conditions l'expérimentation animale. Mais même déjà aujourd'hui, où c'est encore autorisé, les contraintes réglementaires sont devenues extrêmement lourdes. Et ceci est un peu préoccupant. Il y a un sujet également très délicat. Pardon, allez-y. Non, je voulais juste donner un exemple concret d'un domaine que je connais bien, qui suit du développement des vaccins. On considère qu'en règle générale, en moyenne, il faut 15 ans pour développer un vaccin. Jusqu'à il y a quelques années, je ne vais pas donner des temps, il fallait en gros, sur ces 15 ans, une douzaine d'années de recherche et 3 ans d'organisation, de contrôle, de validation et d'autorisation de mise sur le marché. Les progrès de la science font qu'on peut actuellement développer un vaccin en 5 ans, 6 ans, 8 ans, éventuellement, selon les circonstances, la difficulté du vaccin. Parfois, il y a des vaccins qu'on ne peut pas développer, et ça, c'est un autre problème, mais quand on le peut. Mais le temps global de mise sur le marché est resté le même de 15 ans, parce que le temps gagné par la recherche a été en fait gagné par tout ce qui concerne les enregistrements, les contrôles, y compris certains retards dans la recherche translationnelle qui sont effectivement liés aux contraintes qui s'accroissent sur l'utilisation des animaux dans la validation des vaccins ou des médicaments éventuellement, qui commencent à être un véritable handicap. Ouais. Il y a des divergences sur la réglementation. Il y a aussi la question des convictions. Alain Fischer, vous avez beaucoup travaillé sur les cellules souches. Alors les cellules souches, c'est un sujet éminemment sensible. Qu'est-ce qu'on peut en attendre d'une part? Et est-ce que là, il n'y a pas une césure entre la position de l'Église, qui, si j'ai bien compris, est plutôt assez hostile au fait de toucher aux cellules souches, et la position des chercheurs qui estiment, eux, que c'est nécessaire pour faire avancer les traitements? Bon, il y a beaucoup de choses à dire. Les cellules souches, aujourd'hui, en tous les cas, telles dans l'acception du terme que vous utilisez, c'est-à-dire les cellules souches pluripotentes, donc des cellules souches capables de donner naissance aux différents tissus, constitue un champ de recherche qui a fait des avancées considérables au cours de ces dernières années, dans la compréhension des mécanismes de différenciation dans les différents tissus, dans la plasticité de ces cellules, c'est-à-dire leur capacité d'évoluer de tel tissu à tel autre tissu, et la capacité de modifier tout cela. Il y a les travaux célèbres aujourd'hui de chercheurs japonais Yamanaka, qui a développé ce qu'on appelle les cellules souches pluripotentes induites, est une très grande avancée de la science biologique, dont on escompte qu'un jour elle puisse avoir des retombées directes en médecine. On n'en est pas du tout là, il faut faire très attention. Il y a quelques promesses, mais aujourd'hui la réalité c'est que ces cellules sont surtout utiles pour la recherche ou fondamentale ou appliquée expérimentale. Par exemple pour étudier comment se comportent des cellules de malades au laboratoire, ce qui est encore différent d'un traitement. Donc ça c'est une avancée qui justifie qu'il y ait réflexion et débat. Alors là où il y a débat éthique et où l'Église catholique a une position forte qui s'oppose à peu près à l'ensemble du reste des autres convictions religieuses et de la conviction de la plupart des chercheurs, qui concerne un type de cellules souches, que l'on appelle les cellules souches embryonnaires, qui sont dérivées d'embryons humains pour lesquels il n'y a plus de projet
de réimplantation et donc de projets de naissance. Donc l'Église catholique, de ce que je comprends, considère que ces embryons sont des êtres vivants et donc intouchables, alors que beaucoup d'autres pensent que ce n'est pas le cas. Ces recherches sont aujourd'hui autorisées en France. Elles ont été relativement freinées, mais elles sont aujourd'hui autorisées. À mon avis, c'est une bonne chose. Cela dit, ce débat est un peu relativisé aujourd'hui par le fait justement qu'il existe ces fameuses cellules souches pluripotentes induites qui ont presque les mêmes propriétés et qui ne comportent pas ce problème. Cela dit, il ne faut pas oublier et ne pas être hypocrite que s'il y a eu ces travaux, les travaux d'Yamanaka sur les cellules souches pluripotentes induites, c'est qu'ils sont partis de connaissances dérivées de travaux menés sur ce qu'on appelle l'expérience de transfert nucléaire qui impliquaient des ovocytes. On retombe sur des choses qui étaient éthiquement non acceptées par l'Église catholique. Bon, voilà la situation. Justement, est-ce que la formation des futurs chercheurs écoute ce que dit la religion sur ces questions, ce que disent les philosophies religieuses sur ces sujets? Je pense que ça dépend des convictions de chacun. Oui. Mais au niveau de la formation académique, j'ai envie de dire, est-ce que ce sont des choses qui sont dites? Est-ce que les professeurs en font autant? Très modestement abordé. Oui, disons que la religion est très peu présente dans les laboratoires. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire, tout de même. Vous pensez qu'elle devrait y avoir davantage sa place? Non. Ça mérite d'être clair. Non, je pense qu'après que les courants religieux s'expriment dans un débat sociétal qui est de nature philosophique, légitimement, oui. Chaque conviction a le droit de s'exprimer, typiquement au Comité national d'éthique, où d'ailleurs les différentes sensibilités religieuses sont représentées de principe. Je ne suis pas absolument sûr d'ailleurs que ça soit justifié systématiquement, mais globalement que les différents courants de pensée s'expriment dans un débat de société, c'est parfaitement légitime. Que ça doit être très prégnant pendant les études de médecine ou les études des jeunes scientifiques, je ne suis pas sûr, d'autant que tant qu'on n'a pas un certain niveau d'expérience, je ne suis pas tout à fait sûr qu'on soit réceptif à ce type de discours ou ce type de réflexion même. Donc je ne crois pas que cela doit être très présent dans les études, au stade des études de formation des médecins, des soignants ou des chercheurs. Je sais bien qu'il ne faut pas confondre éthique et déontologie, mais au niveau des enseignements, donc ce sont des choses qui ne sont pas du tout évoquées. Déontologie, oui, par contre, oui. Fortement, oui. Éthique, c'est très large, l'éthique, il y a beaucoup de notions, il n'y a pas que c'est le souche dans l'éthique, et énormément d'autres questions. Il y a, y compris même dans la première année de médecine, il y a des enseignements d'éthique. À mon avis, ça vient trop tôt. Parce que je pense que on est plus à même de comprendre les questions posées lorsqu'on a été, au moins à minima, confronté concrètement à des questions de ce type autour de la vie, la mort, la souffrance, des grandes questions de société. Mais lorsqu'on est professionnel au sens large, c'est-à-dire soignant ou chercheur, disons, en biologie, autour de ces questions, je pense on est bien plus à même de réfléchir et d'être sensible aux réflexions des autres à partir de sa propre expérience de ces questions. À la question déjà très difficile imposée par les sciences du vivant, jusqu'où ira-t-on? Il faut en ajouter une autre. Jusqu'où a-t-on le droit d'aller? Ça rejoint un peu tout ce qu'on évoquait à l'instant. Hugues de Thé, comment est-ce que vous répondez à cette question? Jusqu'où a-t-on le droit d'aller? C'est une question piège, mais... Elle peut s'adresser aux autres, elle ne vous est pas uniquement adressée. Sortie du contexte, c'est un peu difficile. Effectivement, je crois qu'elle a bien résumé l'historique des problèmes des cellules souches. Il y a des avancées. On rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le temps. C'est que l'échelle du temps de la science fait que beaucoup de choses changent. Là où je vous rejoins dans la nécessité probablement d'insister sur l'éthique, et c'est pas un problème là médical ou de respect du malade dont on vient de parler, je ne vais pas revenir là-dessus. Un exemple très, très clair, qui est vraiment concret et qui s'est passé récemment, c'est l'exemple de ce qu'on appelle les mutations gain de fonction. C'est-à-dire qu'on s'intéresse à une maladie, je dis la communauté scientifique et certains membres de cette communauté scientifique s'intéressent à une maladie qui s'appelle la grippe aviaire, le virus H5N1. Le virus H5N1, pour l'instant, reste totalement, je dirais, heureusement, à quelques exceptions près, mais dont on ne peut pas tirer vraiment de conséquences, limitées aux oiseaux, aux populations aviaires. Avec une bonne intention, après on peut discuter jusqu'à quel point l'intention était bonne, des chercheurs ont essayé d'adapter ce virus à un mammifère, au furet.
en se disant on va se rapprocher de l'homme, pas trop près, mais on va s'en rapprocher. Et donc, on va pousser ces virus, par le fait qu'ils ont tendance à développer assez rapidement des mutations, à faire ce qu'on appelle le saut d'espèce. C'est-à-dire à passer de l'oiseau au mammifère. L'idée, le rationnel derrière tout ça, encouragé bien entendu par les médias scientifiques, par les agences éventuellement de financement, c'est de se dire on va pouvoir anticiper, et on n'arrête pas nous de dire qu'il faut anticiper sur la survenue de la prochaine infection émergente, et le risque de H5N1, c'est effectivement un jour ou l'autre d'émerger dans la population humaine. Mais jusqu'à quel point a-t-on le droit, au nom de cette volonté d'anticiper sur l'émergence et au fond, avec les meilleurs sentiments du monde, empêcher une grande pandémie qui serait probablement dramatique à se développer dans le monde, jusqu'à quel point peut-on développer au laboratoire des virus qui présentent manifestement ou présenteront le risque en cas d'accident, en cas d'utilisation criminelle, de créer cette pandémie. Et je pense que c'est plus sur des cas concrets qu'il faut réfléchir. Je pense que je redis sous une autre forme ce que disait Hugues à l'instant, et qu'au fond, cet apprentissage de l'éthique, on ne peut pas le faire de façon globale. Il faut essayer de l'illustrer sur des situations concrètes. Je voudrais citer le pape Benoît XVI qui, lors du 50e anniversaire d'une faculté de médecine en Italie, c'était en mai 2012, déclarait que sur fond d'optimisme du savoir scientifique, point l'ombre de la pensée. En fait, il dénonçait un appauvrissement éthique, il l'avait d'ailleurs formulé dans ces termes. Il a également, on parlait tout à l'heure de la formation, de l'apprentissage dans les écoles de médecine, dans les formations au métier de chercheur. Il définissait la faculté de médecine comme suit, je le cite, « Elle est appelée à être une institution exemplaire qui ne limite pas l'apprentissage à la mise en œuvre d'un processus économique, mais s'ouvre sur un projet dans lequel le don de l'intelligence recherche et développe les dons du monde, créé allant au-delà d'une vision seulement productiviste et utilitariste de l'existence. » Est-ce que vous inspire cette déclaration ? C'est un peu compliqué quand même. Peut-être un peu trop sur l'aspect économique et peut-être pas assez sur l'aspect scientifique, hein, dont on a dit qu'il était quand même la source de beaucoup de progrès, petit à petit, mais quand même de progrès très clairs. Je crois que ce qu'a dit Alain tout à l'heure est assez juste aussi. C'est pas au départ qu'il faut enseigner l'éthique. Je pense que c'est quand on est déjà dedans, quand on a été confronté, discussion, la parole. Quand on a déjà vu des situations qui ont pu poser des problèmes, savoir comment on a réagi les uns et les autres, qu'est-ce qu'on a pensé, quel a été le vécu de l'équipe, aussi bien du côté des soignants que du côté de la famille, face à des situations qui peuvent être parfois extrêmement complexes et difficiles. Je crois que c'est là que se situe la piste d'amélioration collective de nos travail. Oui. Je souscris parfaitement à ce que vient de dire Hugues. L'autre chose, il me semble, c'est que j'ai perdu le fil de ma pensée. Qu'est-ce que je voulais dire, moi ? Pardon. Je voulais dire que... Juste... Pardon. La réflexion de Benoît XVI m'inspire une chose, c'est que l'humilité des médecins face au processus de découverte, je crois que est essentiel. Tous ceux d'entre nous qui ont été associés à des découvertes importantes savent que ça n'a jamais été prévu d'avance, que le hasard y a souvent contribué pour beaucoup, que des allers-retours entre différents scientifiques, différents médecins, différents pays. Finalement, c'est presque une partie de ping-pong qui se constitue. Pardon. Et donc ça rend très humble quand même dans le processus de découverte et de... La communauté... Ah non. Non, j'ai trouvé ma pensée, mais vas-y entre-temps. Non, ce que je voulais dire, juste pour continuer là-dessus, c'est que je pense quand même que le monde scientifique a toujours su, a su se mobiliser dans les moments importants. Je peux prendre comme un exemple qui est celui de la réunion d'Asilomar en 1975. À la fin des années 60, début des années 70, arrive le génie génétique, c'est-à-dire qu'on est capable de cloner des gènes, de les isoler et de les réexprimer éventuellement dans d'autres micro-organismes. À l'époque, c'était des bactéries, c'est devenu très rapidement des cellules eucaryotes.
Il y a eu un vrai vent de panique à cette époque-là sur justement le sujet parfois fantasmagorique, parfois réel du risque de ce qu'on a appelé les recombinaisons génétiques. La communauté scientifique s'est réunie. Il y a eu des débats extrêmement houleux, mais très respectueux. Il y a eu un moratoire pendant un certain temps. On s'est posé, on a réfléchi, on a fait des règles qui sont contraignantes certes, mais absolument indispensables. Et je crois très sincèrement que l'ensemble de la communauté scientifique et ceux qui les ont accompagnés d'ailleurs ont été assez exemplaires. Donc on a des exemples extrêmement positifs à mentionner. Comme il nous reste 2 minutes, Alain Fischer, juste pour récapituler, on parlait des forces et des faiblesses de la réflexion éthique. Ce que je retiens de ce qui a été dit, c'est dans les forces une nécessaire humilité, le fait de prendre le temps de se poser et de réfléchir. Dans les faiblesses, peut-être l'insuffisante confrontation au terrain. S'il fallait conclure justement sur les forces et faiblesses de cette réflexion et comment est-ce qu'on avance. Juste, en même temps, je dis ça, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que les facultés de médecine ou les facultés des sciences, enfin l'université qui enseigne les métiers des soins et de la recherche, ne vivent pas seuls, sont dans une société avec ses contraintes économiques. Et ces contraintes économiques, d'une part, par exemple, qui peuvent être une certaine restriction d'accès aux soins par une diminution des ressources disponibles. C'est une question qui se pose, y compris dans nos sociétés. Donc, je pense que ça fait partie de la dimension éthique et ça dépasse strictement le pouvoir des médecins. Et aussi la pression économique à travers les développements de l'industrie qui, légitimement, souhaitent pouvoir faire des bénéfices à partir de l'innovation médicale, mais des bénéfices qui peuvent parfois aller au-delà du raisonnable. Donc les questions éthiques ne doivent pas oublier d'intégrer les aspects économiques. Je dois malheureusement vous arrêter là puisque ce débat touche à sa fin. Il me reste à vous remercier tous les trois d'y avoir participé. Mardi prochain, nous parlerons des écrans qui sont devenus de plus en plus nombreux, de plus en plus présents dans nos vies, encensés par les uns, diabolisés par les autres. Que faut-il en penser? Rendez-vous la semaine prochaine pour le savoir. D'ici là, bonne soirée à tous.